Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 296. Votre trafic chute brutalement, vos ventes s'essoufflent, vos campagnes ne donnent plus rien. Dans ces moments-là, le sentiment d'urgence est total. Quand on est marketeur ou quand on dirige une entreprise, on le sait bien, une crise, ça arrive sans prévenir. Et même si on a une marque solide, on n'est pas à l'abri. Sauf que la façon dont vous réagissez à cet effondrement, il va faire toute la différence entre une spirale négative et une spirale positive, ou en tout cas un rebond qui va fonctionner. En fait, une crise, c'est pas forcément synonyme d'échec durable. Au contraire, ça peut devenir, on n'y pense pas souvent, mais ça peut devenir un accélérateur de lucidité, un moment clé en fait, qui va nous permettre de remettre en question nos certitudes, de redonner une nouvelle dynamique à son marketing, de voir les choses différemment. Mais pour ça, il faut adopter la bonne approche. Il faut savoir distinguer ce qui va être de l'ordre de l'incident passager du vrai problème de fond, et puis identifier les points de rupture et surtout agir avec stratégie et puis trouver les choses à faire dans l'ordre sans se disperser. Dans cet épisode, je vous propose qu'on explore ensemble ces étapes qui sont essentielles pour traverser une crise marketing sans paniquer et pour transformer une chute en opportunité. Alors je vous propose de voir ensemble comment accepter l'échec temporaire, poser un diagnostic qui va être fiable, mettre en place des actions concrètes et surtout consolider durablement vos fondations pour l'avenir. Alors première chose, il va falloir différencier une crise ponctuelle d'un problème structurel. Quand nos résultats se cassent la figure, on est vite tenté de voir ça comme un signal d'alerte majeur, c'est logique, sauf que toutes les crises ne sont pas identiques. Certaines vont être totalement liées aux circonstances, comme par exemple une campagne de publicité qui est mal calibrée, ou alors un changement dans l'algorithme de Google ou de Meta, il y en a régulièrement, ou alors tout simplement une période creuse en fonction de la saisonnalité, voire même un événement externe qui est inattendu, comme par exemple, je ne sais pas, une météo défavorable si vous avez un commerce local. Dans tous ces cas, la chute, elle peut être brutale, mais elle est isolée et l'activité, elle va retrouver petit à petit son rythme après quelques temps ou quelques ajustements. À l'inverse, un problème qui est structurel, bien souvent, il va s'installer progressivement. On a une offre qui n'évolue plus, on a un positionnement qui perd de sa pertinence, on a un taux de fidélisation qui va s'éroder petit à petit, mois après mois. Ce déclin-là, il va pas se résoudre avec une simple opération ponctuelle, ou en tout cas assez rarement. Il demande une remise en question en profondeur. Et pour distinguer l'un de l'autre, ce qu'il faut faire, c'est prendre du recul et analyser les données historiques. Les données historiques, c'est quoi? Ça va être l'évolution du trafic sur plusieurs mois. Ça va être le comportement d'achat récurrent. Ça va être la satisfaction client, ce genre de choses, ces informations qui vont nous permettre d'en savoir plus sur ce qui se passe réellement. Pour ça, on peut aller interroger nos clients directement. Bien souvent, ça nous permet aussi de mettre en avant des signaux que les chiffres seuls vont pas nous expliquer, ne vont pas nous montrer. Donc, faire cette distinction dès le départ, ça va nous permettre d'éviter deux écueils. Le premier, c'est de surréagir à une tempête passagère. Et le deuxième, qui est bien pire, ce serait d'ignorer une lente descente aux enfers. Bon, alors c'est quoi les premiers réflexes pour éviter de ne pas aggraver la situation? Ce qu'il faut se dire déjà, c'est que la panique en général, elle est mauvaise conseillère. Quand les résultats se cassent la figure, souvent le dirigeant, il va multiplier les initiatives un peu dans l'urgence, hein. Il va lancer par exemple une vague de promotion, il va réduire brutalement les budgets marketing, il va licencier dans la précipitation, on va essayer de pas faire ça, ou il va revoir toutes ses offres en quelques jours. Ces décisions-là, qui sont prises finalement sans rien analyser, elles peuvent non seulement ne pas résoudre le problème, probablement elles ne vont pas résoudre le problème, mais surtout, et c'est bien pire, elles vont fragiliser encore plus l'entreprise. Des promotions excessives, ça va dévaloriser la marque. Des coupes d'investissement, ça va freiner la capacité justement à relancer la machine. Et puis des messages contradictoires qui vont être envoyés aux clients, ça va générer de la confusion. En plus de ça, en interne, ce climat d'urgence, ça crée mais immédiatement de la démotivation, de la perte de confiance dans la direction. Il n'y a rien de pire. Le réflexe le plus sain, c'est exactement l'inverse. C'est instaurer un temps de pause stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire un temps de pause stratégique? C'est quelques jours,
Parfois, ça peut aller jusqu'à 1 ou 2 semaines, pourquoi pas, mais un temps de pause pour collecter des données, pour réunir les équipes, pour réécouter et prendre les différents points de vue en fait de vos équipes, des gens qui sont autour de vous. Ça ne veut pas dire être passif, mais ça veut dire résister à la tentation de bouger pour bouger. Pendant cette période, on va privilégier des micro-actions à faible risque, comme par exemple tester un message auprès d'une audience plus restreinte. Dans une crise, en fait, le vrai courage, c'est d'être capable de ralentir, d'observer et de décider avec lucidité. Bon, d'accord, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Dès les premiers jours d'une crise, il est indispensable de basculer en mode tableau de bord. L'objectif, c'est de comprendre rapidement où se situe la faille principale. Alors évidemment, le chiffre d'affaires, c'est le premier truc qu'on va regarder, mais ça suffit pas. Faut regarder d'où vient la perte. Est-ce que c'est une baisse du volume client? Est-ce que c'est plutôt une chute du panier moyen? Ensuite, l'acquisition mérite une attention particulière. Un recul du trafic sur le site, ça peut montrer un problème d'algorithme ou de stratégie pub. Une diminution du taux de clic ou alors une hausse du coût par lead, ça peut montrer qu'on a une perte de pertinence du message. Donc c'est intéressant d'aller vraiment creuser sur l'acquisition. Si l'acquisition reste stable, le problème peut venir de plus bas dans le tunnel, un taux de conversion en baisse, un désabonnement qui est plus important, une satisfaction client qui s'effrite. Et puis dernier élément, faut aller regarder plus loin que les métriques marketing. Le cash flow, c'est un indicateur vital. Une entreprise peut traverser une baisse temporaire de performance si elle garde suffisamment de liquidité. Mais elle ne va pas survivre à une crise de trésorerie. Donc mettre en place un suivi quotidien de ces indicateurs, ça va transformer une angoisse diffuse en un problème précis, mesurable et donc actionnable. Bon, après, il faut diagnostiquer précisément le point de rupture. Oui, parce qu'une crise marketing, ça va pas se résoudre sans savoir exactement où se situe le problème. Donc la première étape, ça va consister à cartographier le parcours client et à identifier à quel moment la chute, le problème en tout cas, se produit. Si le trafic s'effondre, la source, elle est probablement externe. Typiquement une campagne pub ou un référencement qui fonctionne pas, une perte de visibilité sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Si le trafic est stable, mais que le taux de conversion diminue, là, on a une problématique qui est liée à l'offre, qui est liée à la proposition de valeur. Et puis, si le problème vient de la satisfaction client, ça va se présenter différemment. Ça va être plus de retours, ça va être une augmentation du churn, ça va être une baisse des notes ou alors des commentaires négatifs en ligne. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il faut examiner la cohérence entre tous ces éléments. Par exemple, une baisse du trafic, ça peut cacher un problème plus profond de notoriété ou de réputation. Si c'est le taux de conversion qui est en chute libre, c'est peut-être l'offre qui est perçue comme plus pertinente par le marché. Donc c'est important d'aller regarder tous ces éléments-là parce que d'identifier où se trouve le point de rupture, ça va permettre de poser un diagnostic clair qui va nous permettre d'orienter la réponse. On ne peut pas avoir la bonne réponse si on ne sait pas où est le problème. Est-ce que la réponse, c'est relancer la visibilité? Est-ce que c'est ajuster l'offre? Est-ce que c'est repenser l'expérience client? Sans cette étape d'identification de la problématique, tout ce que vous allez mettre en place derrière, ça va servir à rien. Bon, et puis on va se dire les choses, les crises, elles arrivent très rarement sans qu'il y ait un avertissement. Avant qu'il y ait une chute, il y a bien souvent des signaux faibles qui apparaissent. Donc ça peut être par exemple un canal d'acquisition qui était très performant, puis petit à petit qui devient moins performant sur quelques mois. Ça peut être un produit star qui marchait très très bien avant, puis d'un coup, il y a de plus en plus de retours. Ou alors les clients qui mettent plus de temps pour finaliser leur achat. Tout ça, ce sont des signaux que souvent on laisse un peu passer parce qu'en vrai, le marché continue à tourner, le chiffre d'affaires est là, donc on se dit « oh, c'est pas grave », sauf qu'en fait, c'est des signaux importants parce que quand vous les mettez ensemble, ils révèlent un problème de fond plus important qui va vous apporter des problèmes, une vraie crise juste après. Donc si vous savez détecter tôt ces signaux, vous disposez d'un vrai avantage compétitif parce que vous allez pouvoir ajuster votre stratégie avant d'avoir la crise. Et ça change tout. Et pour ça, il faut instaurer une culture de l'écoute et de l'analyse continue. Oui, désolé, il va falloir suivre régulièrement vos taux d'ouverture d'email, vos avis clients, votre part de marché sur un segment précis, tous ces éléments-là, ça va vous donner énormément d'informations qualitatives et quantitatives sur votre marché et sur votre positionnement. Bon, mais bien sûr, toutes les crises ne sont pas créées par des erreurs en interne. Parfois, le problème, il vient de facteurs extérieurs sur lesquels, en fait, vous n'avez aucune prise.
Le grand classique, par exemple, c'est un changement d'algorithme sur Google, sur Meta ou sur peu importe quel est votre canal d'acquisition. Et d'un coup, du jour au lendemain, vous étiez visible et puis vous l'êtes plus. Ça peut être aussi l'arrivée d'un concurrent plus agressif avec une offre plus innovante ou alors des prix plus bas qui va détourner une partie de votre clientèle. Faut pas oublier non plus que un ralentissement économique global, on est un peu dedans quand même, ça fait quelques années, mais enfin, un ralentissement économique global ou alors un changement de réglementation, ça peut bouleverser complètement le marché. Donc dans ces cas-là, la clé, c'est de mesurer l'ampleur réelle de l'impact. Est-ce que c'est un phénomène qui touche uniquement votre entreprise ou bien est-ce qu'il touche l'ensemble du secteur? Si tous vos concurrents ils connaissent la même baisse que vous, la réponse va pas être la même que si vous êtes le seul concerné. Ça ne veut pas dire que c'est pas grave si tout le monde connaît un problème, parce que la réalité c'est que vous avez toujours ce problème-là. Mais c'est pas la même chose. En tout cas, la réponse va pas être la même, la stratégie ne sera pas la même si tout le monde est dans le même cas ou si vous êtes le seul. Donc pour ça, pour s'en rendre compte, il est essentiel de comparer vos chiffres d'affaires à ceux du marché, de suivre l'actualité du secteur et puis d'échanger avec vos pairs. Oui, il faut pouvoir discuter avec vos concurrents. C'est important pour vous, c'est important pour eux aussi. Donc finalement, tout le monde est capable de le faire. Donc l'enjeu, c'est pas seulement de corriger les erreurs qu'on a fait en interne, mais c'est aussi de naviguer dans un environnement qui nécessairement est mouvant. C'est cette lucidité qui va vous permettre de rebondir plus vite. Bon, rebondir, justement, comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les actions concrètes qu'on va pouvoir mettre en place pour rebondir? Première chose, ça va être de définir une priorité unique à tester pour retrouver de la clarté. Parce qu'une fois que vous avez identifié le point de rupture, souvent, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout corriger en même temps. On va vouloir revoir son offre, on va vouloir relancer la com, tester des nouveaux canaux. Le problème, c'est quand on fait ça, on se disperse et puis on n'arrive pas à voir où est-ce qu'on change les choses. La clé, ça consiste à choisir une seule priorité, celle qui a priori a le plus d'impact à court terme sur votre problématique. Par exemple, si le trafic s'est effondré parce qu'il y a eu un changement d'algorithme, ça ne sert à rien d'aller revoir immédiatement toute votre offre. La priorité, ça sera de retrouver de la visibilité. À l'inverse, si votre problème, c'est plus au niveau de la conversion, vaut mieux concentrer vos efforts sur l'optimisation de l'expérience client et puis sur votre message. Le fait de se focaliser, ça va vous permettre d'avancer plus vite, ça va vous permettre d'évaluer aussi les résultats des actions que vous mettez en place. Si vous mettez en place plein d'actions en même temps, vous ne savez pas quelle action a généré quel résultat et du coup, vous ne savez pas où mettre votre énergie. Donc, agir vite, ok, mais sur une seule variable à la fois. Ça va donner de la clarté à vos équipes, ça va rassurer les clients et puis ça évite une espèce d'épuisement à force de multiplier les initiatives. Deuxième élément, la communication. Est-ce qu'on est transparent ou est-ce qu'on est discret? Quand il y a une crise, il y a une question qui se pose, en tout cas la première qui se pose, est-ce qu'il faut communiquer dessus ou est-ce qu'il faut se taire? Le fait d'être transparent, ça peut renforcer la confiance. Surtout si vous entretenez une relation très très forte avec votre communauté, vous avez intérêt à dire ce qui se passe. Vous pouvez expliquer que vous traversez une phase difficile et que vous mettez tout en œuvre pour rebondir. Ça peut générer d'ailleurs de la solidarité, voire transformer vos clients en alliés. Donc ça peut être ultra intéressant. L'autre face de la pièce, c'est que ça peut générer quelque chose d'anxiogène, ça peut fragiliser votre crédibilité, puis ça peut donner l'impression que vous avez une marque qui n'est pas contrôlée, que vous ne savez pas trop où vous allez. Donc le choix de j'en parle pas, ça va vraiment dépendre du contexte, de votre secteur, et puis surtout de la proximité que vous avez avec vos clients. Dans le B2B en général, la transparence est appréciée parce que elle montre un certain sérieux et puis une lucidité. Dans le B2C, la discrétion parfois c'est mieux parce que ça met l'accent sur les solutions plutôt que sur les problèmes, sauf si vous avez encore une fois une communauté ultra engagée et là, cette communauté peut vous aider à rebondir. Mais dans tous les cas, il faut éviter les silences qui vont être trop longs parce que ça va alimenter les rumeurs, ça va créer de l'incertitude. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de il faut faire ci ou il faut faire ça. Ça dépend. Mais ce qu'il faut, c'est être dans l'action, être serein et être honnête. Ça, c'est sûr que ça paye. Si vous partez dans tous les sens, si vous dites une chose un jour et puis l'inverse le lendemain, là pour le coup, vous allez casser la confiance et c'est sûr que ça ne marchera pas. Bon, et puis la réalité, c'est qu'à un moment donné, il va falloir se pencher sur l'offre. Oui, parce qu'une crise, bien souvent, elle montre un décalage entre votre offre actuelle et les attentes du marché. Pour plein de raisons différentes, mais n'empêche que bien souvent, il y a un décalage. Donc, pour pouvoir rebondir, il va falloir repenser à un moment donné la valeur que vous proposez.
Ça ne veut pas nécessairement dire tout réinventer, ça veut dire ajuster certains leviers. Par exemple, peut-être que vous avez besoin d'une offre qui va être simplifiée parce que ça va répondre à un besoin plus précis, ou alors au contraire, vous avez besoin d'enrichir le service parce que c'est la demande des clients. Après, le prix. Bah oui, le prix, ça peut être un levier puissant. Par exemple, avoir une formule d'entrée de gamme, même si c'est temporaire, ça peut vous permettre d'acquérir plus de nouveaux clients et de les emmener ensuite vers une offre plus solide. Et puis, dernier élément, c'est l'expérience client. Bien sûr que ça joue un rôle qui est absolument décisif. Dans une période difficile, soigner l'après-vente, c'est ultra important, c'est en fait essentiel parce que renforcer l'accompagnement, offrir un support vraiment personnalisé, quelque chose de qualité, ça va transformer ce qui apparaît comme une faiblesse en une valeur perçue. Le but, en fait, ici, c'est de montrer rapidement à vos clients que, vous êtes à l'écoute et 2, vous adaptez, vous changez les choses pour que ça fonctionne. Ce recentrage, même s'il est partiel, c'est en fait un vrai différenciateur, souvent à moindre coût, et ça peut redonner confiance au marché. Bon, et puis dernière chose, quand vraiment c'est la panade, peut-être que il faut se dire, mais attends, peut-être qu'il faut qu'on fasse les choses différemment. Des fois, il faut faire rentrer une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de communiquer pour que ça change les choses, ça redonne un élan et puis plouf, la machine redémarre. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? On peut tester un nouveau canal, comme par exemple un nouveau réseau social sur lequel on va faire des ads ou alors de l'emailing. L'idée, c'est de toucher des audiences différentes et d'élargir la portée. Les partenariats aussi, ça peut être une bonne idée parce que ça permet d'aller chercher une audience complémentaire qui ne vous connaît pas encore mais qui va être intéressée par votre offre, vos services. Ces initiatives-là, ça va créer un effet de levier qui va redonner de la visibilité sans nécessairement que vous ayez besoin d'un énorme budget à rajouter. Mais le plus important, c'est de générer de l'attraction. En fait, c'est, même si c'est modeste, de faire redémarrer la machine avec quelque chose de positif où il y a de nouveau de l'entrée, de nouveaux chiffres ou de nouveaux clients et ça va permettre de sortir de la spirale négative et de réinstaller une dynamique de croissance. Dans une crise, l'innovation, l'audace, c'est pas du luxe, ce sont des leviers essentiels pour relancer la confiance et prouver que l'entreprise est capable de se réinventer. Bon, et puis une fois que la crise est passée, va falloir quand même qu'on travaille à consolider les choses pour l'avenir. La première chose, c'est de documenter la crise pour éviter de refaire 2 fois les mêmes erreurs. Parce qu'évidemment, bien souvent, on passe la crise, on se dit: «Ouf, j'ai passé le plus dur», on tourne la page. Sauf que ça, c'est l'erreur. L'idée, c'est véritablement de documenter à chaud tout ce qui s'est passé, de façon à ce que la prochaine fois que, ces signaux faibles arrivent ou que, on ressent, un changement dans le marché, eh bien, on va pouvoir le sentir plus rapidement et prendre les mesures très, très tôt de façon à éviter de tomber dans la crise. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, se servir de cette analyse pour mettre en place, des garde-fous, des systèmes d'alerte. Bah oui, parce que c'est ce qu'on a dit, En général, la crise n'arrive pas d'un coup. En général, c'est quelque chose de relativement, ou en tout cas une crise structurelle, quelque chose de relativement progressif. Donc pour éviter ça, concrètement, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des tableaux de bord, des choses assez automatisées pour que ça prenne pas nécessairement un temps fou, mais quelque chose qui va nous montrer des seuils d'alerte, des revues régulières et on sait où on en est. Par exemple, si le coût d'acquisition augmente, mettons, de 20% sur un canal, on a une alerte qui se déclenche pour nous permettre d'aller analyser la situation. Ça ne veut pas dire tout couper nécessairement, ça veut dire avoir une alerte pour qu'on soit conscient de ce qui se passe et qu'on puisse regarder de manière objective et sereine ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est quelque chose de ponctuel ou est-ce que c'est quelque chose de structurel? On ne va pas réagir de la même façon. Et puis dernier point, au-delà de la prévention, une crise, ça peut devenir un atout si elle est assumée et si elle est exploitée intelligemment. Les échecs, ils racontent une histoire. Et cette histoire, ça peut renforcer votre crédibilité auprès de vos clients, auprès de vos partenaires ou même auprès de vos investisseurs. Admettre publiquement que vous avez traversé une période difficile, expliquer ce que vous avez appris et comment vous en êtes ressorti plus fort, ça peut transformer quelque chose de négatif en avantage compétitif. Beaucoup de marques ont bâti une partie de leur image sur leur capacité à surmonter les obstacles. C'est de la résilience, ça prouve que vous êtes fort, ça prouve que vous êtes solide. Et ça suppose d'avoir une culture d'humilité, de transparence, de résilience et d'innovation.
Et puis en interne, transformer un échec en levier d'apprentissage, ça permet aussi de renforcer la cohésion des équipes, hein. Les personnes qui ont participé activement au redressement de la situation, elles se sentent impliquées et elles se sentent fières d'appartenir à cette organisation. Donc finalement, la crise, là, elle devient une preuve de solidité et puis une source de différenciation. Vous avez traversé une épreuve, vous en sortez plus agile et ça inspire confiance dans l'avenir. Donc pour résumer, une crise marketing, c'est jamais une expérience confortable, ça c'est sûr, mais c'est une étape qui est incontournable dans la vie de toute entreprise. Donc autant s'y préparer, ça va arriver. Ce qui va distinguer les marques qui se cassent la figure de celles qui rebondissent, c'est pas tant l'ampleur de la crise que la manière de la gérer. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que d'abord, il est essentiel d'accepter la crise sans céder à la panique. Ça passe par la capacité à différencier une crise ponctuelle d'un problème structurel. C'est la capacité à éviter des réactions précipitées et plutôt se concentrer sur des indicateurs concrets. Et puis ensuite, poser un diagnostic précis, ça va nous permettre d'avoir plus de lucidité, d'identifier où est le problème et de trouver les bonnes solutions qui vont nous permettre de sortir de cette crise. Après, sortir de la crise, ça va nous demander de la stratégie et du pragmatisme. Ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur une priorité unique parce que ça va nous permettre de voir l'impact de ce qu'on va mettre en place. Ensuite, il va falloir décider de la bonne posture de communication. Est-ce qu'on parle, est-ce qu'on ne parle pas, comment est-ce qu'on raconte l'histoire. Et puis, il va falloir aussi, à un moment donné, repenser la valeur qui est délivrée pour se réajuster par rapport au marché. Dernière chose, on va consolider l'avenir pour que ça ne se reproduise pas ou en tout cas qu'on puisse voir venir les choses. Ça veut dire documenter, ça veut dire créer des garde-fous, ça veut dire tirer parti de l'échec comme un facteur de différenciation. Une crise marketing, c'est pas une fin en soi, c'est un révélateur. En fait, elle met en lumière vos fragilités, mais elle met aussi en lumière votre capacité à évoluer et à sortir grandi de cette crise. Si vous la vivez avec lucidité, avec discipline et créativité, elle peut devenir l'occasion de redéfinir votre proposition de valeur et de renforcer la confiance de vos clients. Donc la prochaine fois que vous avez des résultats qui ne sont pas satisfaisants, souvenez-vous, la panique est votre ennemi et la crise peut être un tremplin. Votre mission, c'est de transformer un moment d'incertitude en opportunité de croissance durable. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur l'application de votre choix. Les plus courantes, c'est Apple Podcast et Spotify. Vous mettez 5 étoiles. C'est ultra rapide pour vous et moi, ça change radicalement les choses parce que c'est le meilleur moyen de faire découvrir le podcast du marketing à d'autres personnes et c'est ce qui fait vivre ce podcast. Je vous dis à très vite.